On reçoit aujourd'hui Laurent Lefebvre et Thierry Mornay pour nous parler de leurs travaux, notamment Fox Boys, Tommy Williams, et des comics aux éditions Delcourt, puisque tu es l'éditeur de cette unité. Oui, absolument. Je t'en prie, vas-y. Ouais, donc on voulait parler, évoquer ton actualité, on voulait parler de ton enfance. Alors la lecture, les comics, comment on devient un breton qui fait des super-héros à Rennes. Tout à fait. Eh bien c'est un mélange de plusieurs choses. Donc je lisais Strange, comme à peu près tous les gens qui ont entre 30, 40, 50 ans et passionnés de comics. J'ai attaqué avec Strange, donc les magazines faits à Lyon qui publiaient les aventures de Spider-Man, qu'on appelait l'Araignée, les X-Men, Daredevil, Iron Man et toutes ces séries-là. Et le lien, c'est peut-être que je les achetais d'occasion, donc dans les vides-greniers qui avaient lieu en septembre tous les dimanches. Donc je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours lié les rues de Rennes avec la possibilité, au détour d'une rue, d'un stand, de trouver entre le système des magazines, le Chasseur français et des Tintins, un Strange, un Titan, un Spider, un Nova, un Spécial Strange, la suite des aventures des héros. Voilà, parce qu'on lisait des aventures et c'était mis à suivre. Et on n'avait pas forcément le numéro à suivre, donc on relisait les mêmes histoires, on avait le temps de fantasmer, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il n'a pas le même costume dans les différents numéros que j'ai, pourquoi de temps en temps il disait, quand il faisait allusion à quelque chose, voir Titan numéro 17 ou Spider, on sentait qu'on avait là une petite porte vers un monde très complexe, où les gens s'étaient croisés plusieurs fois, qu'il y avait des aventures, et un univers riche auquel on n'avait jamais accès complètement à tout. C'était à une époque bien avant Internet, évidemment. Donc une fascination qui est pour moi liée à l'occasion, au marché de l'occasion, trouver des BD d'occasion à 1 franc, 2 francs, 3 francs, les rues de Rennes associées aux super-héros. 25-30 ans plus tard, c'est pas très étonnant si quelque part je me suis mis à regarder les clochers des églises, le quartier de Villejean à Rennes, des quartiers populaires comme le centre-ville ou des stations de métro, en imaginant à quoi ça ressemblerait si on y projetait un super-héros. D'accord. Voilà. Et donc, tes influences, en fait, c'est plutôt la BD américaine. Oui, clairement. Ou la BD franco-belge. Les deux, en général. D'accord. Le comics, c'est la BD à pas cher. C'est celle qu'on trouve d'occasion. Le franco-belge, la BD anoblie par le cartonnage, c'est celle de Herman, de Fred, Philémon, Tintin, Astérix, Tardy, que je lisais aussi goulûment à la bibliothèque municipale. Donc ça, on remerciera jamais assez le réseau de libraires et des bibliothèques municipales de permettre à des gamins où il n'y a pas forcément de livres à la maison, personne ne lisait spécialement à la maison, de à la fois avoir cette richesse c'est vraiment Herman là qui me revient en tête, mais aussi Gottlieb, vraiment qui me faisait mourir de rire et toujours d'ailleurs. Et puis le super-héros pour les BD d'occasion, les petits formats, parce que là on va commencer à parler de ces petites BD là, qui sont les équivalents qu'on avait dans les 30 Glorieuses des actuels mangas que les gamins lisent, des BD à pas cher, imprimés sur du papier en noir et blanc, qu'on lit, donc c'est Hakim, Zorbla, Black le Rock, que moi je lisais déjà d'occasion. Et tu te souviens des dessinateurs qui... enfin, je veux dire... À l'époque, je les connaissais pas. Je lisais des séries, seulement je notais, je dis tiens, Clip et Clop, j'ai lu tant d'aventures de ces personnages-là, et je lisais d'autres fois, je me disais, ils sont dessinés différemment. Donc on a conscience que c'est pas le même dessinateur, et bien plus tard, c'est grâce à Internet, parce que ces informations-là sont pas simples à trouver. On se rend compte qu'il y avait des types qui s'appelaient Mike Western ou j'en sais rien, José Luis, des types argentins, italiens, espagnols, beaucoup de grands qui faisaient leurs premières armes dans le petit format ou qui étaient réédités, ressaucissonnés pour rentrer dans le petit format. Bergès, Branton, Tota, Mitton, même Frazetta, Hugo Pratt. Il y avait De La Fuente aussi. De La Fuente. Il a fait beaucoup travaillé pour l'Angleterre. Dubernat aussi qui bossait. Dubernat pour le karaté. Il y avait Andrax dans Pirate. Il y avait Tsekan, une BD de Kung Fu dans Atemi. Et après, je les ai revus dans Torpedo. Et puis aux États-Unis, chez Batman, John Haidt. La boucle est bouclée. C'est-à-dire que c'est le segment populaire qui m'intéressait. C'est là où ok, mais ça c'est adulte qu'on se dit ça. Les gamins, on a juste, voilà, t'es calme pendant qu'on fait les courses à Mammouth, la sortie du samedi en famille. Si t'as été sage, à la caisse, il y avait des petits lots à 12 francs de BD Mon Journal d'occasion. Il y avait 4 bouquins comme ça, 4 petits livres, western, péplum, médiéval, romantisme, karaté. Souvent quand je discute avec
les Pékins qui connaissent pas la BD, ils citent souvent Blake le Rock. Ouais. Ça, c'est la BD qui revient, qui Swing, Captain Swing. Captain Et Swing. Badger Britton qui revient tout le temps. C'est vrai. Il y a aussi une autre différence, c'est que dans l'ensemble de ces petits pockets, les crédits n'étaient pas mentionnés. En fait. On ne savait pas qui étaient les auteurs de ces bandes dessinées, contrairement aux comics américains, même en version française, où les scénaristes et dessinateurs étaient mentionnés. Donc il y avait aussi ce petit décalage. Et du coup, il y a une autre question. J'ai lu dans ta biographie que tu as rencontré Pierre Dubois, lycéen. Est-ce que cette rencontre a été déterminante Oui, parce qu'en Bretagne, Pierre Dubois, il a une stature un peu différente. C'est-à-dire que c'est le monsieur qu'on voyait à la télé. Depuis tout petit, sur France 3 Ouest. L'elficologue qui se baladait en gesticulant, qui parlait avec les mains, avec ses grandes cuissardes. C'est un mélange du Père Noël, de l'ogre et de Francis Lalanne. Il se baladait en forêt et il parlait des elfes, des lutins, des corrigans, des poules piquants, tout ça c'était des petites familles, des fées, des sorcières. Et j'étais au lycée à Émile Zola, qui se trouve exactement à peu près d'un jet de pierre de France 3 Ouest. Donc je le voyais de temps en temps, moi lycéen, sortir bras dessous avec Roger Giquel. Déjà je m'intéressais dans la bande dessinée américaine. Quand j'étais adolescent, je quittais les super-héros Marvel pour m'intéresser aux bandes dessinées qui faisaient déjà un pas vers l'underground, c'est-à-dire Crumb, Shelton, les Freak Brothers, mais aussi Bernie Wrightson, qui faisait des BD fantastiques, qui avait lu Poe, Byron, Shelley avec Frankenstein, qui avait vraiment un patrimoine littéraire. Donc Jeff Jones et Barry Smith qui arrivaient d'Angleterre, qui amenaient la culture des Monty Python, le nonsense à l'américaine, Shakespeare, tout ça se trouvait présent dans les bandes dessinées. Quand il dessinait Conan, je voyais autant les pré-raphaélites que j'étudiais un peu en histoire de l'art, que Jack Kirby. C'était le mariage des deux. Donc c'est une nouvelle richesse qui arrive. Dans la tête, c'est le rock progressif, les musiques planantes style Aria Wonk pour la musique bretonne, le jazz, Pink Floyd. Tout ça fait qu'un dans ma tête. En étant adolescent, je mets complètement de côté les X-Men, Spider-Man que j'avais vraiment abandonné à cette époque-là, qui ne me parlaient plus du tout. Et du coup, croiser Pierre Dubois, ses références très riches, donc Claude Seignol, le couteux, le folklore, la littérature, le western qu'il connaît, mais comme personne, c'est le Eddie Mitchell du folklore. Et ce type-là, je le rencontre, j'ai 18 ans, je suis en train d'illustrer mon premier livre qui s'appelle Carnet de route d'un chasseur de lutins, qui a été édité. Donc c'est un livre qui est un peu connu en Bretagne parce qu'il était façonné et surtout attaché avec des ficelles qui étaient vraiment passées dans la reliure et qui est à ce jour mon best-seller puisqu'on en a vendu plus de 25 000. Vraiment, c'était avant cette mode de bouquins de lutins, féerie et de mode d'oreilles pointues sur laquelle on continue un peu de s'éterniser. Un peu trop d'ailleurs. Et bref, il a accepté de me faire la préface. Donc moi j'avais 16 ans quand il a fait la préface de mon premier bouquin. Et pour moi c'est une forme de mentor, Pierre Dubois. Que je vois parce qu'il est reparti dans les Ardennes, donc on se croise un peu chez notre ami Cortegiani, qui est un ami commun à Carpentras. C'est une petite famille, c'est la famille de Mauvais Genre sur France Culture. C'est des gens à la fois qui partagent l'amour d'un art populaire avec toutes ces figures un peu mal vues de super-héros. On parle un peu de l'ésotérisme, de l'érotisme, du cinéma de Jean Rollin, tout ce qui est un peu mal aimé, les genres mal aimés. Ce qui parle au peuple en fait. Les super-héros, les figures modernes de mythologie qui sont les super-héros, les cow-boys. On en revient à ça. Pierre Dubois, il a lu ça, gamin. Chris le shérif, etc. C'est pas tout à fait les mêmes références que les miennes. Buck John, Kit Carson, Robin des Bois, lui c'était les siennes. Aujourd'hui en cinéma, c'est La Rose et la Flèche avec Sean Connery. Tous ces classiques-là jusqu'à John Borman, Excalibur, et on arrive tous logiquement à une même route, qui sont les lutins, les fées, et leur pendant moderne, vertical, qui sont les super-héros. Batman est la version verticale de Zorro. C'est la même chose, noble le jour, à la cause du peuple à la nuit, sur un destrier noir avec une espèce de nounou qui s'appelle soit Alfred, soit Bernardo, mais c'est la même chose. Spider-Man, de la même manière, est une émanation de Spider, qui est un héros de pulp, et on remonte un peu dans le temps comme ça, il faut les références. Donc voilà, on a différentes branches, mais un même tronc. Alors j'ai une autre question à te poser. Donc tu publies, tu as presque 14 ans quand tu publies
Ouais, 16. 17 quand il sort. Ouais. La question que je me pose, est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as fait une formation dans les arts graphiques, dans les arts appliqués, dans les beaux-arts? Non, jamais. Entièrement autodidacte. Autant qu'on peut l'être en apprenant à dessiner, en copiant des centaines de gens qu'on admire. Ouais. Voilà, moi j'ouvrais des comics, donc on a les mêmes marottes avec Thierry. C'est John Byrne sur les X-Men, Gene Colan sur Daredevil, John Buscema sur Conan et sur les Avengers, sur Thor, qu'on appelait les Vengeurs à l'époque, ce sont Tarzan, John Romita sur Spider-Man, Steve Ditko, le fondamentaliste, et Jack Kirby, Joe Kubert. Okay. On revient Will Eisner, je le découvrirai moi un peu plus tard, mais enfin c'est Kirby, même si des fois je n'aimais pas trop, je trouvais ça un peu ringard. Il faut vieillir pour apprendre à aimer Kirby. On trouve vraiment plus d'intérêt plus tard. Alex Raymond peut-être. Alex Raymond aussi. Parce qu'il y a beaucoup citent Book, François Book notamment, cite Alex Raymond comme. Nikita Mandrika, même Alexis. Alexis, dessinateur prodigieux français un peu oublié, qu'on rapproche souvent d'un Jack Davis de Mad, mais qui en fait avait ses vraies influences, comme Book d'ailleurs, sur Alex Raymond. Frazetta, qui est une idole avec Bernie Wrightson, Al Foster, Prince Vaillant. Bon, après on peut faire du name dropping 3 heures, mais ces gens-là sont tous. Milton Califf, Frank Robbins, enfin voilà, on a des sources inépuisables. Et du coup, je me pose la question de savoir, tu as fait de l'illustration, tu as travaillé dans le dessin animé, comment ça s'est passé le contact justement pour t'amener à essayer de vivre de ça? Parce qu'il fallait. D'abord, on n'imagine pas vivre de ça. On le fait comme certains font de la musique parce qu'on est avec des copains, on a une cave, on a une guitare électrique, on joue à être Hendrix ou les Who, on joue à ça. Mais moi en fait j'ai jamais envisagé sérieusement qu'on puisse en faire un métier. Ça c'est le complexe du type qui est en province, qui connaît personne. J'aime les super-héros, je suis français, j'habite à Chavagne à côté de Rennes. Donc je me dis, c'est con. J'aurais voulu être Clint Eastwood, mais je m'appelle Michel, j'habite à Tourcoing et je serais cheminot comme papa. Donc en fait, on joue à... C'est comme le cosplay. Certains jouent à faire du comics en revêtant le costume. Moi, je jouais à être un auteur en copiant des BD. J'avais 2 semaines de vacances, je faisais une BD de 15 pages de Spider-Man ou des X-Men. J'avais 2 mois de vacances, je faisais une BD de Wolverine de 60 pages, 1 page BD par jour. Mais sans aucune autre prétention que de me dire ça aurait été génial de faire ce métier-là, mais sans envisager que c'était faisable. Mais on le fait, parce que c'est la seule chose qu'on sache faire. Moi, le football, ça m'a jamais branché. Donc voilà, on le fait comme ça. Et puis, on montre, et puis on publie à compte d'auteur, et puis on fait des petits salons en local. Moi, là, à un moment, j'ai vraiment renoncé à cette idée-là. Pour moi, c'est comme vouloir être Elvis quand tu es français. Au mieux, tu t'appelles Dick Rivers, et il y a un côté ringard et ridicule. Aujourd'hui, on parle encore de French Comics, on fait juste du comics. Comme on fait du film d'action au cinéma, ça ne porte pas un nom suivant le pays où c'est fait. Le cinéma, c'est le cinéma. On ne dit pas un nom suivant que le film est japonais et un autre nom suivant qu'il est américain. Or, dans la bande dessinée, ça s'appelle comics si c'est un certain format et de préférence du super-héros. Alors qu'il y a du polar, du fantastique, tous les genres. Thierry le sait mieux que personne, il édite presque tout sauf du super-héros en comics. Mais il y a des barrières, des habitudes à lentement abattre auprès du public. Et la meilleure manière de le faire, c'est nous-mêmes de montrer d'autres manières de concevoir le super-héros. Bon, moi je le fais avec du super-héros, mais je le fais sauce bretonne. En ayant l'apport d'Herman, je pense, parce que ça m'a autant constitué que l'araignée, que les X-Men. C'est peut-être pas le plus évident en regardant les pages, mais pour moi, cette culture-là, ce patrimoine, ces châteaux forts, tout ce qu'on a et qu'il n'y a pas aux États-Unis, doit être présent. On n'a pas à être honteux de ce qu'on est, au contraire. Le gamin qui sort de sa campagne doit pouvoir se dire « Portons un regard réenchanté sur les lieux d'où on vient », que ce soit Brest, Plouqueville, Strasbourg, Noisy-le-Vieux. On doit pouvoir se dire « Levons les yeux, ma ville, elle est exotique pour quelqu'un qui habite à 500 km. Pour moi, c'est ma ville, c'est banal, c'est quotidien. Mais quelqu'un qui habite à 500 bornes va se dire « Tiens, chez nous, c'est des maisons en tuiles, à un étage, je suis au sud de la Loire. Chez nous, c'est des maisons en briques. J'étais à Valenciennes le week-end dernier. Ici, Brest, il y a ces rôles. Moi, je pensais à Jaurès, à Jacques Prévert.
cette poésie de Brest sous la pluie, etc. On passe devant Dialogue, j'entends Miossec raconter des histoires. Brest, pour moi, c'est un poème. On est passé avec Jean-Marie Minguez tout à l'heure, autre dessinateur présent ce week-end, à Morlaix. Mais voir Morlaix depuis le TGV en arrivant de Rennes, avec ce clocher au premier plan, moi j'ai vu mon personnage perché comme Batman. Et en arrière-plan, la ville de Morlaix, magnifique. Donc à nous de porter ce regard-là, à nous auteurs, et que les gamins se disent oui, il n'y a pas que Brooklyn, il n'y a pas que Gotham, il n'y a pas que l'Amérique, bon sang, à nous, auteurs, de proposer quelque chose et de plier les gens à notre vision en disant oui, il n'y a pas que les taxis jaunes de Brooklyn, les gargouilles de Gotham autour desquelles on peut rêver un peu et sortir du quotidien. Ouvrez les yeux, regardez vos maisons, vos villes, surtout aujourd'hui où à l'heure où on est, l'État rend hommage à des gamins. Moi ça me parle à ma manière. Je dis qu'est-ce que moi, très modestement évidemment, toute petite échelle, grain de sable, je peux apporter pour que les jeunes se réapproprient leur pays, leur imaginaire et arrêtent de se perdre dans des chimères. Je crois, mais c'est sans doute très naïf, mais bon, chacun a besoin de la carotte qui le fait avancer. Moi, c'est celle-là. C'est le seul truc que je sais faire, c'est essayer de raconter des histoires, des bêtises, mais en tenant compte du patrimoine, de la réalité sociale et de l'époque dans laquelle je me trouve. Et donc, après avoir participé à des albums collectifs, après avoir fait un peu travaillé dans l'animation, tout ça, tu as publié ta première bande dessinée en 2010. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui, au Lombard. Oui, oui. Tom et William, c'est ça ? Oui. Et ensuite, en 2012, la meilleure histoire des éditions Droit. Aussi, on grille un peu les étapes. Disons que j'ai fait 5 albums illustrés, 5 avec le mot lutin, 2 ou 3 albums jeunesse, notamment en breton. Voilà. Aussi, donc au bord des continents, Ex-Avis de Tempête, un éditeur de Morlaix pour le premier livre. Donc ça, c'est un peu tous les éditeurs bretons. Et puis, il y a un moment, je voulais revenir à mes premières amours, qui étaient vraiment la bande dessinée, bien que j'aime les deux, l'illustration et la bande dessinée. Et là, ça a été l'aventure Tom et William aux éditions du Lombard et qui est Pat Le Guen, qui est sorti en 2010 aux éditions du Lombard. Et là, c'est l'histoire de Tom, un petit garçon de 5 ans, et William, un jeune homme d'une trentaine d'années qui l'accompagne, qui se retrouve dans une espèce de monde étrange, un peu issu d'un épisode de la 4e dimension où les personnages sont seuls et ils ne savent pas pourquoi. Il y a beaucoup de films, y compris de bandes dessinées, Seul de Vellman, qui prennent ce thème-là. Il y a eu un film avec Vincent Price, avec, j'ai oublié, Charlton Heston, qui reprennent cette thématique-là de si on était seul au monde, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on n'est pas tout à fait seul, on est une poignée, et autour d'un gamin qui a l'étrange faculté de pouvoir convoquer non pas des génies à la Aladdin, mais des super-héros issus justement de ce type de petite BD-là. Des super-héros, des cow-boys, des karatékas, type ceux qu'on pouvait trouver là-dedans. Mais puisque je ne pouvais pas inventer, convoquer Spider-Man, Flash Gordon, Batman et les autres, j'ai inventé les miens. Rien de plus facile que de faire des ersatz de Tarzan ou de Superman, puisque c'était déjà le cas dans ces petites revues. Hakim, Zambla, Yataka, Torga, Gorak, ce qu'on appelle des Tarzanides, c'est-à-dire des ersatz de modèles de cow-boy ou de Tarzan, des copies à pas cher et libres de droit. Donc j'ai créé moi-même des propres modèles à travers une maison d'édition fictive de petits formats comme ça. Voilà, et c'est donc là, parallèlement à cette BD Tom et William, que j'ai créé un blog en 2009, et c'est là où ça devient tordu. Sous l'identité d'un des personnages de Tom et William, Alain Chevrel, j'ai créé un blog où ce bonhomme-là, avant la sortie de Tom et William, référençait chaque semaine une série, un titre, une couverture de ces séries, où il y avait des vikings, tous les genres populaires des 30 Glorieuses, le cinéma de genre, le péplum, le western de John Wayne, le cinéma d'Eddie Mitchell, quoi. La dernière séance, mais en bande dessinée. Des tuniques de castor, des bigres, des mille putois, toutes ces expressions qu'on pouvait trouver un peu ringardes et désuètes de la BD populaire petit format. Dans les éditions Roy, il y a un gros travail d'illustration. Et tu montres en fait ton talent d'illustrateur. Et je voulais savoir quelle technique tu utilises. Est-ce que c'est du traditionnel ou est-ce qu'il y a un mélange ? Parce que avec l'ordinateur,
Je me suis posé la question. Alors là, c'est très vicieux parce que derrière un discours un peu, un peu vieux con, où le personnage dit autrefois il n'y avait pas Photoshop, il n'y avait pas toutes ces choses-là, c'est l'époque où les gens se prenaient pas au sérieux, où la BD n'était pas encore à se prendre au sérieux et déambuler dans les allées d'Angoulême, etc. En fait, tout est fait sur Photoshop à la tablette graphique. D'accord. Voilà. Mais excuse-moi, je te coupe. En fait, il y a certains outils Photoshop qui permettent de donner un rendu pintoche. Oui, parce que moi j'adore ce rendu peinture à l'ancienne, couverture de Strange, la gouache. Mais si je l'avais fait comme ça, tel quel sur papier, j'en serais même pas à la moitié de l'album, j'aurais pas pu le faire. Photoshop, comme Facebook, comme n'importe quel outil, doit être un bon chien qu'on doit garder assis à côté de soi. C'est pas lui qui doit vous virer du fauteuil parce qu'il est en train de vous dire que vous êtes le maître. Photoshop, c'est pareil. C'est un outil qui, vite fait, peut déborder par ses possibilités. Donc, pour moi, bien utilisé, il doit pouvoir nous amener exactement à donner le rendu qu'on souhaite imprimer à ce qu'on fait. Moi, je souhaitais imprimer le rendu d'un vieux papier abîmé, parfois rongé d'humidité, des couvertures abîmées, pour plonger les gens dans un passé ou une nostalgie totalement factice, puisque tout ce qui est là-dedans est né de ma tête, mais il est né aussi de ça. Sans ça, ça n'existerait pas. C'est un exercice de style. Donc, pour moi, c'est très drôle de voir quelqu'un qui va regarder cette couverture, par exemple, et me dire, mais c'est génial, celle-ci, je l'avais, je l'ai lu 15 fois, j'adorais cet épisode, j'adorerais le retrouver. Alors, ça n'existe pas. Ni le titre, ni le nom, ni la typo, ni la police n'existent pas. Ce qui est marrant, c'est que pour certains fans pointus, ultra connaisseurs qu'on voit sévir sur les forums de BD de petits formats, se dire que c'est comme si toute une maison dont ils croyaient connaître chaque recoin, d'un seul coup, je sonde le mur, il y a un endroit creux, on ouvre une porte et il y a une pièce entière qu'ils ne connaissaient pas. Et ils vont pouvoir se promener dedans, et je vais faire en sorte, pour revenir à Pierre Dubois, mon mentor, qui dit un bon conteur est un bon menteur, que ce soit suffisamment bien fait que le temps d'un rêve, le temps d'une balade, ils y croient à nouveau et qu'au lieu d'être des spécialistes adultes de telle ou telle maison d'édition, ils soient à nouveau des enfants de 8 ans. Et c'est ça pour moi qu'on doit rechercher, c'est ma marotte. Rendre les lecteurs moins des spécialistes de telle politique éditoriale, de tel auteur c'est ce qu'on entend parler sur les forums BD Geste, Opal. On sait qui dédicace, qui fait comment. On arrive dans des cuisines qui, à mon sens, n'ont plus rien à voir avec la magie de base de la bande dessinée qui est le temps d'un album, oublier sa bonne femme, son patron, l'actualité qui n'est pas drôle actuellement, et de repartir, juste faire une pause. Si on oublie ça, si on oublie même qu'un type l'a écrit et dessiné, c'est même encore mieux. Je veux surtout qu'on oublie qui est Laurent Lefebvre et qu'on rentre dans Foxboy, Rennes ou mes éditions Roy. Pour moi, c'est ça le truc. Le magicien, il doit s'effacer. On ne doit pas voir qu'il y a un lapin dans la manche ou un truc. On doit juste être comme des gamins et voir des pigeons sortir du chapeau. Donc c'est pour ça que plus le mensonge est fait, plus les logos sont travaillés, les prix passent en nouveau franc en janvier 60, le logo change dans les années 70 pour devenir un peu plus pop. J'essaie de rien négliger, non pas pour tromper, non pas pour que les gens croient vraiment que j'ai fait sortir 3 chapeaux, on sait bien au fond de nous. Mais le temps où on le lit, on arrive à nouveau à redialoguer et laisser les commandes au gamin. Le gamin qui est resté au fond de nous. Donc, ensuite tu publies Foxboy. Pourquoi le choix du renard? Alors pourquoi le renard? Il faut repartir en 2010. J'ai donc fait Tom et William au Lombard. Ensuite, moi je veux revenir à ma passion qui est le super-héros. Donc je présente un petit peu 2-3 projets, notamment à Thierry. Un projet que je n'ai pas réalisé actuellement. Et d'ailleurs Thierry est le seul qui me dit j'aimerais te signer, mais à cette époque-là, ça va rejoindre ce qu'il va sans doute vous dire après, mais Thierry s'occupait de traduction de matériel étranger. Donc Walking Dead, l'univers de Mignola, Hellboy et parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Donc son rêve de gosse à lui, c'est aussi ça, côtoyer des gens que tous les deux on a aimé
et apprécié en tant que lecteur. Mais pour le moment, il n'a pas les mains libres. Et je vais le voir, on se croise de temps à autre, il connaît déjà Tom et William, et il est un peu désespéré de me voir essuyer des refus, alors que moi, je vais avouer très immodestement, je pensais qu'après un album dans la collection signée, j'avais un peu mangé mon pain noir et que ce serait plus facile pour moi de signer des projets. Or, généralement, on me disait non, c'est américain, ou ça nous parle pas, ou on savait pas comment le vendre. Et du coup, mes idées de super-héros, on n'en voulait pas. À la même époque, un journal en breton, tout petit tirage, qui s'appelle Loarnig, qu'on voit ici, qui édite pour les gamins entre 8 ans, 12 ans, un petit fascicule de 16 pages, très fin, tout en breton, et avec qui je collabore depuis déjà début des années 2000, de temps à autre, me dit que pour leur nouvelle formule, ils souhaitent me proposer une page mensuelle. Moi, une page mensuelle, c'est bien, mais ça cantonne un peu à faire du gag type Gaston, Boulet Bill, on ne peut pas construire vraiment quelque chose. Or, moi, j'ai toujours en tête de commencer à bâtir à nouveau une histoire avec un super-héros, mais je ne peux pas le faire avec les maisons d'édition classiques. Donc, je deal avec eux, non pas une page, mais 3. Dans une économie qui est quand même très compliquée. Quelques centaines d'abonnés, 200, 300 peut-être, pour un tirage de 400, c'est quand même mince. Donc on s'arrange financièrement, autant vous dire que c'est un non-sens absolu. Mais pour le prix d'une page, je leur en propose 3, en couleur. Mais ça me permet de faire des mini-chapitres de 3 pages, et avec ce petit à suivre, parce qu'on peut faire attendre un lecteur en disant à suivre si on a 3 pages, mais si on n'en a qu'une et qu'il faut attendre un mois, c'est juste ingérable. Donc voilà, je commence comme ça et je veux faire mon super-héros. Pourquoi un renard? Au début, j'ai des idées de loup-garou. Le journal s'appelle Loarnig, ce qui en breton veut dire petit renard. Donc l'idée d'un héros un peu mascotte comme Pif. Pif est à la fois un héros, mais c'est aussi le nom du journal et sa mascotte. Idem pour le journal de Mickey, etc. Pour moi, c'est intéressant d'en faire une espèce de cœur du journal. En plus, le renard, je le trouve plus intéressant que le loup-garou. Le loup est très utilisé de Wolverine, Lobo et des personnages de loup-garou, il y en a beaucoup. Le loup-garou, c'est la force brute et c'est les muscles, mais c'est pas de cerveau. Et dans un monde, en Bretagne, parce que j'ai déjà l'idée de relocaliser, de faire du pensée global, agir local, pour paraphraser les altermondialistes, je me dis, tiens, un personnage qui serait un super-héros, mais qui aurait des pouvoirs à échelle humaine, type Daredevil, pas quelque chose d'édifiant à la Superman. Du coup, le renard, qui dit renard, dit la malice, l'intelligence. Pour un adolescent, c'est intéressant de creuser sa propre individualité plutôt que se fondre dans un groupe ou dans un drapeau. Donc le renard poursuit son chemin. Les lampadaires à Rennes donnent des nuits orange à Rennes. Si vous baladez à nuit, vous êtes imbibé, vous sortez de la rue Saint-Michel avec des copains. La rue de la soif. La rue de la soif. Les nuits sont oranges, quoi de tel qu'un personnage orange pour se fondre dans la ville. Donc, tout ça, c'est une suite de réflexions qui m'amenait à représenter dans ma tête ce personnage de gamin. Parce que c'est un classique depuis Peter Parker et Spider-Man. Donc une première mouture d'un super-héros, un renard-garou. Genre le roman de renard, rien de plus français que le renard. Animal mal aimé, très intelligent, et plus on l'étudie, c'est un animal fascinant. D'une intelligence avec des anecdotes, je ne vais pas vous faire un cours des animaux du monde, mais c'est un animal pour, quand on lit un peu Haussmann ou des gens spécialisés sur les animaux, c'est un animal bluffant d'intelligence. Donc, un personnage qui va hésiter entre la malice, le côté malin, et son pendant d'intelligence, de vivre avec, c'est-à-dire quelqu'un en route vers le citoyen. Et ça, c'est la deuxième mouture de mon personnage, quand Thierry pourra, cette fois-ci, en 2011, trouver une traduction des premiers épisodes en breton, qui s'appelle Potloire, c'est-à-dire le garçon renard, qui était le premier nom de mon personnage. Je montre ça à des éditeurs en disant voilà, c'est ça que je veux faire. 2 ans après, je vais revoir les mêmes. Et là, toujours, il n'y en a qu'un qui a tilté en disant ce type-là a l'air suffisamment cinglé et bavard pour savoir où il va. C'est Thierry. Et comme il y a la collection Comics Fabric sur lequel Guy Delcourt commence un petit peu à permettre à Thierry de lancer des jeunes padawans, et ben je me lance et je repars à zéro et je fais du reboot, ce qui est vraiment à mourir de rire, un personnage breton que personne n'a lu à part qu'une poignée d'illuminés en Bretagne.
je fais un reboot, je repars à zéro, je creuse ce côté singulier, un peu à double facette de personnage très ambigu, pas forcément très sympathique, sur le modèle d'un Niels Holgersson ou de Scrooge dans le Christmas Carol de Dickens. Personnage, c'est là on revient à Pierre Dubois, le fantôme du passé, du présent, de l'avenir. Le côté, au début, c'est un voyage initiatique. Voilà, donc c'est un personnage qui se construit avec l'arrivée des pouvoirs. Il est qu'au début. Les pouvoirs, c'est le début de la route, c'est pas du tout l'arrivée. Et cet album-là, on est il y a un an, en septembre 2014. Et l'origine des pouvoirs, c'est un côté mystique chez Foxboy, alors que les super-héros dont tu t'es inspiré, Spider-Man, que tu as vu, à chaque fois c'est un côté scientifique. Peter Parker, c'est une araignée radioactive, Captain America, c'est le sérum du super soldat. Donc pourquoi? Alors pour moi, il y a... Vas-y Thierry, peut-être. Non, c'est un complément, mais il y a plusieurs types d'origines en fait. Les origines pseudo-scientifiques, mais les origines mystiques existent aussi dans toute la mythologie des super-héros américains ou ailleurs. Donc en cela, il y a une particularité, il y a une originalité, parce qu'on a beaucoup plus de super-héros probablement issus d'une pseudo-science. C'est ce que Marvel nous a appris. Il suffit de prendre l'exemple d'un Dr. Fate, par exemple, chez DC, ou d'un Dr. Strange chez Marvel. Ce sont des personnages qui n'ont pas réellement de super-héros issus de la partie purement industrielle, enfin, de l'accident industriel ou autre. C'est vraiment la mystique qui prévaut là. Même s'il y a quasiment tout le temps un pendant scientifique. Dr. Strange est chirurgien, ou si on peut prendre la mythologie d'Asgard, quand on voit sa représentation, on dirait des cités telles que Kirby refera chez DC Comics, c'est-à-dire des cités type les Inhumains. Donc une part d'humanité très avancée, très évoluée technologiquement. Quand on voit le Asgard dessiné par Kirby, on dirait des mondes du futur. Tout est dessiné à la règle et très droit. Donc on est très loin de Tolkien et cette vision un peu médiévale, poétique, telle que Alan Lee ou Brian Froud chez les illustrateurs anglais ou Rackham pourront faire. On est dans quelque chose de... Même dans les zones magiques, une part de science n'est jamais très loin. Mais pour revenir à ta question, mon personnage, effectivement, pour moi, je le qualifie de personnage chamanique. C'est-à-dire qu'on est plus... Pour moi, il y a trois grandes familles de super-héros. Il y a les super-héros symboles. Le garde républicain, Captain America, Wonder Woman, Superman sont quelque part des symboles d'une notion abstraite, ce qu'on appelle le récit national. C'est-à-dire le mythe américain de Paul Bunyan, ce géant, ou le Mayflower et les pères fondateurs et Thanksgiving, ou comment dire, Moïse pour Israël, Stakhanov, même, on en a même des mythes comme ça dans les pays laïcs. On a besoin de ça après la Révolution française. Marianne et le drapeau français ont remplacé un petit peu Jésus et les curés qui étaient un petit peu recadrés et remis à leur place. Donc on a besoin de mythes fondateurs pour donner un destin commun à un peuple et l'unir autour de ce futur ensemble à l'intérieur de frontières. Cette représentation qu'on a porteur de valeurs, c'est le cas du garde, il y a aussi le patriote, etc. C'est une première catégorie. Pour moi, il y a une deuxième qui sont des héros politiques, c'est-à-dire porteurs de valeurs qui va les regrouper pour une cause qui les dépasse. Réunis derrière un porte-drapeau ou une valeur, ça peut être les Black Panthers, ou un mouvement politique tel les communistes, un idéal. Ce sont aussi les X-Men. Des personnages comme ça sont réunis par un idéal. C'est une deuxième catégorie. Et il y a une autre qui sont des personnages chamaniques, c'est-à-dire ils suivent une voie, que ce soit la vengeance, la justice, une conception de la justice. Ça peut être celle du Punisher, celle plus démocratique de Daredevil, celle qui est de rétablir la justice à long terme aussi, qui est celle de Batman, même si derrière il y a un drame fondateur. C'est le cas de Daredevil, la mort du père, la mort des parents aussi chez Bruce Wayne, la culpabilité de Spider-Man et à grand pouvoir, grande responsabilité. Pour moi, ce sont des héros un peu chamaniques, c'est-à-dire que autour d'une idée ou d'un totem symbolisé par un animal, la chauve-souris chez Daredevil, autant que chez Bruce Wayne, ou l'araignée, ou même quelque part de Wolverine à l'intérieur du groupe politique des X-Men, il y a un animal totem qui pour moi les renvoie plus à Umpapa, c'est-à-dire les Indiens dont le nom définit le caractère, la nature, les qualités mais aussi les défauts.
quand on dit par exemple le grand aigle, on imagine quelqu'un de très fort, qui va avec de la sagesse, qui plane au-dessus des choses, mais peut-être avec une force qui va être aussi sa faiblesse, c'est-à-dire de ne pas se remettre assez en question. Donc, vu de ce point de vue-là, un adolescent qui va prendre le renard un peu comme guide, comme gourou, comme etc., est-ce que c'est vraiment sa nature profonde ou une voix extérieure? Le fait que ses pouvoirs lui viennent d'un magicien, qu'il pense avoir choisi un animal, puisqu'il y a une notion de hasard dans la séquence où il prend ses pouvoirs, et on en saura beaucoup plus dans le tome 2. Je ne vais pas du tout mégoter là-dessus, parce que tout ce que j'ai un peu mis en place depuis Tom et William, les éditions Roy et Foxboy, va se retrouver synthétisé dans un même album, instant publicité, et vraiment va trouver une réponse concrète dans le tome 2. Qui sort Au mars-avril, au printemps. J'ai pris un peu de retard, mais il va être plus épais que le tome 1. Et vraiment, vous aurez à boire, à manger. Vous pourrez lire et trouver beaucoup de choses. J'ai disposé pas mal de choses sciemment depuis des années, y compris depuis Tom et William. On peut voir un petit Foxboy caché dans une case. On peut voir William dans le premier tome de Foxboy. Les éditions Roy se retrouvent dans Tom et William, dans Foxboy. Et Foxboy et Tom et William se retrouvent aussi dans le livre des éditions Roy. C'est vraiment fait sciemment, c'est pas rajouté après. Du coup, j'ai été demandé, parce que William intervient dans Foxboy, souvent je vais te poser la question. Il dit je viens régler une dette. Quel lien entre les deux personnages Achetez mon livre. Deuxième instant. Il y a un vrai lien. Je veux pas trop spoiler, mais vous serez vraiment pas déçus. Achetez-le, volez-le, empruntez-le. Non, le volez pas, parce que c'est les libraires qui. C'est mal. Achetez-le plusieurs fois pour le lire et le donner à des amis. J'avais une question à te poser. Tu as parlé tout à l'heure de Will Eisner. Oui. Et je trouve qu'il y a une petite référence dans la mise en page, un peu la façon de mettre en page. Voilà. Alors c'est ce genre de choses. Je pars dans le micro et je montre à la caméra. C'est vraiment. Dans le Spirit notamment. Alors j'explique quand même pour les lecteurs. Ce petit truc-là, c'est un gimmick de Will Eisner, c'est-à-dire quand on faisait chaque semaine, je dis pas de bêtises, des épisodes de Spirit chaque semaine, de 5 ou 7 pages. Les premières histoires étaient comme ça. Voilà, de raconter à la fois une histoire, d'amener, une intrigue, une tonalité un peu particulière. Des fois c'était un épisode un peu comique, un exercice de style, quelque chose de très polar, très noir. Des fois un épisode où le spirit passait vraiment au sens premier, c'est-à-dire tel un fantôme. Et le héros pouvait être une bouche d'incendie, un personnage d'arrière-plan. Et du coup souvent, pour gagner de la place, il fallait qu'en une première page, on pose le titre, le nom de l'auteur, qu'on mette dans l'ambiance. Donc il fallait des trésors d'inventivité. Et c'est là où Will Eisner a repoussé le médium vraiment très loin. Ce qui fait que pour moi, c'est sans doute la personne la plus importante de toute l'histoire de la bande dessinée. Ouais. S'il ne l'a pas en soi inventé, il a ouvert tellement de portes en inventant le graphic novel, voilà, le contrat avec Dieu, en ayant vraiment réfléchi au médium et aussi s'être posé la question de la responsabilité des stéréotypes. Il avait un petit personnage noir qui parlait vraiment Woman Scarlet, comme les personnages de Autant n'emporte le vent. Et revenant de la guerre, il s'est posé la question, en tant que juif aussi, du rôle et de la responsabilité qu'ont les auteurs de véhiculer certains stéréotypes. Il a vu à quel point les images du juif avec ses ongles crochus, ses nez pointus, etc. pouvaient être mal interprétées. Donc lui-même s'est posé la question de ce qu'on véhiculait, comment on le passait, ce qu'on dessinait, ce qu'on racontait, ce qu'on croyait raconter, ce que les gens perçoivent et retiennent vraiment. Nous ne sommes pas derrière chaque lecteur pour voir comment il perçoit et reçoit nos histoires. Du coup, une grande réflexion et des inventivités graphiques, parmi lesquelles effectivement ces titres, ça c'est des gimmicks très connus, d'utiliser un titre et de le faire partie du décor. De John Byrne sur les X-Men, Frank Miller sur Daredevil. J'ai déjà d'abord connu les élèves, ceux qui étaient inspirés par Will Eisner avant de connaître Will Eisner. J'ai d'abord connu les oncles, les enfants, les descendants, et après on remonte au grand-père qui est Will Eisner. Mais si on regarde bien, j'ai signé un petit Will Eisner Rules en tag, histoire de rendre à César, voilà. On ne peut pas ne pas citer non plus Jim Steranko, qui a beaucoup fait pour œuvrer pour faire évoluer le langage de la bande dessinée, et en même temps à la même époque quasiment que Eisner a redéfini parfois un peu les codes narratifs.
Jim Steranko qui est Outland, qui a fait une BD. Qui avait fait l'adaptation du film Outland, donc travaillé avec Spielberg sur Indiana Jones, les Indiana Jones. Exactement. Il avait fait l'ensemble d'illustrations pour le tout premier Indiana Jones, les Aventuriers de l'Arche perdue, entre autres. Et là encore, on voit l'apport que ça a été quand Frank Miller a fait son Sin City, revoir le Outland des années avant l'adaptation donc d'un film de science-fiction avec Sean Connery qui se passe dans l'espace pour resituer. Et l'apport graphique de Steranko était vraiment énorme. Là, Munoz et Sampaio, quelques-uns d'ailleurs que Miller cite volontiers, Moebius, Risso. Tout ça pour dire que, évidemment, personne ne se fait tout seul pour un peu minimiser le côté autodidacte. Plutôt qu'aller aux Beaux-Arts ou en arts plastiques où on m'aurait appris, ou plutôt désappris à aimer ce qui m'avait construit, je préférais revenir ou continuer dans des voies plus générales, une fac d'anglais, un bac économique, une formation pour travailler en agence de pub, mais surtout j'avais cette conscience qu'il fallait que je préserve qui j'étais et ce en quoi je croyais ou avec quoi j'avais été formé, pour pas m'uniformiser avec les goûts des professeurs et ce qui était à la mode, etc. Et voilà, tout ça fait que quelques années après, c'est des choses qui émergent ou pas, mais ça se calcule pas en fait. Et puis c'est aux lecteurs de voir si ça les intéresse ou pas, ce qu'on a à leur proposer. Mais en tout cas, c'est ce travail de retour vers les comics est pour moi tout à fait naturel. Et pour répondre à ta question sur pourquoi un héros d'origine magique, et j'ai envie de dire, quand on a lu Philémon de Fred, lu et relu, y compris GB, moi je lisais GB gamin, des recueils, des reliures pilotes de la fin des années 60, il y avait Rézère, Gottlieb, Alexis, Mandrika, GB, et toute cette bande-là, il y en avait plein d'autres, Bretéché, etc. Donc c'est le trombone illustré, les premiers numéros de l'Écho des Savanes, Métal Hurlant, l'Écho des Savanes spécial USA. C'est une dose d'imaginaire qui vient des surréalistes, qui vient des Bretons, de Bretons, et tout ça, des Bretons aussi, en même temps, lapsus révélateur. Quand on lit les contes de la crypte, Graham Ingalls, Jack Davis, la tradition de raconter des contes fantastiques au coin du feu, comme dit Thomas Owen, qui était publié chez Marabout, comme Seignol, comme Jean Ray, c'est prendre les gens par la main tout doucement et les emmener dans les montagnes russes de l'effroi avec l'intention perverse de leur lâcher les mains au pire moment. Mais ça, c'est les contes bretons, c'est la veillée au coin du feu, c'est l'encou, les revenants, les lavandières de nuit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont fait les contes de la crypte, Creepy, Harry, Vampirella. Avec quoi? Avec Ambrose Bierce, Arthur Machen, Ray Bradbury, Edgar Allan Poe. C'est un patrimoine européen à la base. Les derniers mythes européens, c'est Frankenstein, c'est Dracula. Après, c'est quoi? C'est américain, c'est Zorro, c'est Tarzan, c'est le Pulp et c'est Batman. Donc là-dessus, on a cédé la main. Mais à la base, si on se réapproprie cette matière-là européenne, on a le patrimoine. Les veillées au coin du feu, les sorciers meneurs de l'eau et chouettes cloutés sur les portes des granges, les superstitions paysannes ne prennent jamais aussi bien corps que au fin fond du Berry, dans les brumes des lacs et des étangs de la Brème, et au fin fond de la Bretagne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de ressortir artificiellement la forêt de Brocéliande dans les mauvaises BD d'un éditeur lunaire, solaire. Suivez mon regard. On a mieux à faire, on peut faire beaucoup mieux. Jean-Yves Mitton et Sirotota ont ouvert la voie. Donc faut aussi, on ne peut pas leur rendre hommage ici. À Photonique et Microse dans Titan et Speeden. Tu avais participé à une exposition d'ailleurs sur Photonique et Microse. Il y a un an, en 2013, à Quai des Bulles, le grand plaisir de pouvoir réunir des gens que j'ai adulés gamins. Et comment dire, c'est comme si j'étais Jordi et que j'arrivais à inviter Elvis Presley et Frank Sinatra, quoi. The King et The Voice. Et voilà. Et ce qui était très touchant pour moi, c'est que le dernier soir, en les ramenant à l'hôtel, le dimanche soir, le long du Sillon à Saint-Malo, la nuit, avec toute cette magie de Saint-Malo, ils étaient plus émus que moi. Pourquoi? Parce qu'en 40 ans où ils se connaissaient, Thierry, tu étais là aussi, c'est la première fois où ils avaient une exposition ensemble sur la partie des années Lug, c'est-à-dire Bleck. Les deux ont dessiné Bleck, on revient au petit format, et Micros et Photonique. Jamais ils n'avaient été exposés ensemble pour cette partie-là.
Mitton a été exposé, mais pour ses travaux plus tardifs dans le franco-belge, c'est-à-dire ce qu'il a fait chez Soleil, les survivants de l'Atlantique, Vaevictis, etc. Jamais pour ses travaux sur photonique, il y avait des 150 originaux, des planches en noir et blanc, des croquis, des choses jamais montrées, les toutes premières études de photonique, des couvertures de Strange, des dessins pour les personnages de Marvel à une époque où c'était beaucoup plus simple de pouvoir faire ces passations avec un accord de Marvel qui était malgré tout pas donné non plus, mais c'était encore faisable. L'époque où Mitton a fait des épisodes parmi les plus réussis, et bien avant Moebius, du Silver Surfer. Les 4 Fantastiques aussi, il me semble qu'il a fait les 4 Fantastiques aussi, je me rappelle absolument. Vaevictis et le dessin me rappelle quelque chose. Et un jour, je fouille chez mes parents et je me retrouve sur les 4 Fantastiques dessinés par Mitton. Il y a aussi Yves Chantron qui a réalisé quelques épisodes. Ouais. Et je me rappelle que. Ah, mais oui, voilà, c'était un dessin qui était familier, je me rappelle de ça. Du coup, c'est marrant. C'était l'occasion rêvée quand on fait partie comme dit un de mes collègues, qui au début est un gros jouet, un gros bateau. Et nous, on est des gamins dessus. Et du coup, pour peu qu'on mène ces projets à terme, on peut arriver avec des idées. Voilà, je ferais bien ci ou ça. Donc il y a de la place pour... de la même manière qu'au début, il y avait une expo sur Bézian, qui a rendu plus populaire cet auteur qui est peut-être mal connu du grand public, donc permettre d'être un maillon entre un public d'auteurs qui aiment et admirent le travail de cet auteur-là et un grand public qui connaît peu, voire pas. Voilà, donc il y avait Bézian, il y avait une expo sur Mézières, il y avait une expo sur les 20 ans de l'enfance de Troyes. Et moi, c'est le côté bande dessinée populaire, toujours un peu entre le comics, on y revient, et le petit format, le pocket. Donc pouvoir amener des gens, comme dit François Valéry, aimons-nous vivants, n'attendons pas la mort nous trouve du talent. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour mettre en avant des gens qui le méritent. Et voilà. Tant mieux si on a pu le faire. Moi, c'est un des grands bonheurs c'est publier des bouquins qu'on fait, et je tiens à le préciser devant mon chef, dans une absolue liberté de création. Je fais le dessin, la couleur, c'est vraiment un rare bonheur. Alors après, je suis à l'écoute, Thierry me guide et me donne des choses vraiment intéressantes, et c'est ce que je demande, mais vraiment ne pas se sentir redirigé, reformaté. Franchement, je changerais pour rien au monde, quoi. Ça n'aurait aucun intérêt parce que l'univers de Laurent est tellement riche qu'il faut le laisser s'exprimer au sein de cet univers. Justement, tu t'occupes de la collection comics chez Delcourt. Tu peux en parler rapidement? Oui, absolument. J'ai le bonheur et le plaisir d'animer le catalogue comics depuis maintenant une douzaine d'années au sein des éditions Delcourt. Préalablement à ça, j'avais durant 7-8 années d'ores et déjà grenouillé dans le domaine de l'édition professionnelle de bande dessinée et en particulier de comics, puisque j'ai été éditeur freelance pour le compte des éditions Betty, pour le compte de Panini. Moi, je suis issu du fanzina, et du fanzina comics en particulier, puisque j'ai longtemps écrit et je me suis même un peu occupé d'un prozine qui s'appelle Scarce, qui est dédié aux comics américains. Et c'est ce qui m'a amené en fait à être remarqué par les éditions Semic à la fin des années 90 pour venir m'occuper de leur catalogue à l'époque. Semic venait de perdre le catalogue Marvel, d'accord, et il s'agissait de rebâtir le catalogue en allant plutôt chercher des séries un petit peu ailleurs que chez Marvel et chez les super-héros Marvel qui avaient fait un peu le cœur de ce qu'étaient les éditions Luxe Semic pendant plusieurs décennies. Donc j'ai travaillé un peu plus avec DC Comics à l'époque, avec Image, avec Dark Horse, avec un certain nombre d'autres éditeurs américains, d'autres sources d'approvisionnement. Et puis l'une des choses que l'on a fait qui était assez intéressante chez Semic, c'était de faire pénétrer véritablement le comics en le faisant muter de sa condition de magazine en kiosque vers la condition d'album en librairie. C'était la ligne des Semic Books qui a été créée au début des années 2000. Et puis ensuite, quand je suis arrivé effectivement chez Delcourt, j'ai commencé à travailler avec une autre dimension, puisque c'était celle d'un éditeur qui mettait réellement des moyens sur la table pour pouvoir développer un catalogue. Guy Delcourt a dans son ADN personnel d'éditeur la bande dessinée américaine et le comics, puisqu'il a créé maintenant il y a près d'une trentaine d'années les éditions Delcourt. Et parmi les toutes premières éditions, les tout premiers ouvrages publiés par les éditions Delcourt, il y avait d'ores et déjà du comics américain, même si ça ne disait pas son nom à l'époque, ne serait-ce que le mot comics n'est apparu que ces dernières années en fait. Auparavant on parlait de bande dessinée américaine et
on parlait plus de super-héros à la limite que de comics, mais comme le précisait Laurent tout à l'heure, le comics n'est jamais qu'un mot anglo-saxon pour définir ce qu'est la bande dessinée. On appelle ça manga au Japon, on appelle ça fumetti en Italie, on appelle ça bande dessinée ici en France, mais le comics en fait touche à tous les genres. Certes, les super-héros sont le genre un petit peu dominant, on va dire commercialement, ne serait-ce que par l'exposition dont bénéficient les personnages à travers les jeux vidéo aujourd'hui, le cinéma, la télévision, enfin l'ensemble des multimédias et des supports multimédias. Mais effectivement, les super-héros ne sont qu'un seul des genres représentés en comics. C'est un petit peu ce que je m'évertue à faire au sein du catalogue Delcourt, puisqu'on publie finalement assez peu de super-héros. Je suis en revanche ravi de publier Foxboy, qui est un super-héros, mais avec un angle particulier. Mais Laurent vous a bien précisé de quoi il s'agissait. C'est toute la richesse justement culturelle de Laurent et toute sa richesse personnelle qui transparaît à travers cette œuvre. Et c'est un premier album qui a suffisamment été bien reçu pour que justement on puisse travailler sur une suite, et je suis particulièrement heureux. J'attends moi aussi la sortie de ce tome 2 en mars-avril, effectivement. On est en train d'avancer sur les dernières pages là. Existe-t-il une place pour les super-héros français? Oui, absolument. Alors ça rejoint aussi quelque chose qu'a évoqué Laurent, c'est qu'il faut savoir que ces fameux grands mythes fondateurs, le principe des super-héros, on a tendance à penser que les super-héros sont américains. Je dois avouer que j'aurais tendance à dire que les Américains sont bien arrangés, ont bien marketé la chose pour nous laisser penser que les super-héros étaient exclusivement américains. En revanche, quand on regarde un petit peu notre histoire littéraire, par exemple, c'est un VRP extraordinaire. Quand on regarde l'histoire littéraire française, en fait, on se rend compte que les caractéristiques du super-héros, elles apparaissent d'ores et déjà dans la littérature feuilletonesque, par exemple de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Laurent, tout à l'heure, a évoqué, et je suis ô combien d'accord avec lui, le travail de Ciro Tota sur Photonique ou de Jean-Yves Mitton sur Micros. Et Fantax. Mais il faut remonter un petit peu plus tôt, effectivement, dans l'histoire, et on va retrouver des choses comme Fantax, par exemple, créé par Schott, ou bien même le Superboy de Félix Molinari, qui était publié en petit pocket, également noir et blanc. Et on se rend compte qu'il y a effectivement aussi des super-héros qui ont toujours été à peu près présents là-dessus. Un peu plus loin dans l'histoire, si on remonte au début du XXe siècle, un auteur pas forcément extrêmement talentueux par sa qualité d'écriture, mais qui a produit énormément, c'était Jean Delaïre. Et Jean Delaïre a créé le Nyctalope, par exemple. Le Nyctalope était un super-héros, même s'il n'était pas décliné en bande dessinée à l'époque, mais qu'il était plutôt sous la forme de roman, en fait, de roman de gare ou de feuilletons prépubliés dans les journaux. Peut-être qu'on peut renvoyer au bouquin de Xavier Fournier. Absolument, je vais le faire, mais merci, effectivement. Oui, Xavier Fournier, qui est par ailleurs le rédacteur en chef d'un magazine spécialisé dans le comics américain qui s'appelle Comic Box, qui est un de nos amis, a commis un ouvrage qui est hautement recommandable pour toutes les personnes qui s'intéressent aux super-héros, et qui est d'une part une anthologie complète sur l'ensemble des super-héros français, et il a fait un véritable travail extraordinaire d'investigation journalistique, il faut le dire, pour aller exhumer un nombre incalculable de personnages. Je crois qu'il a dû même se limiter en fait un nombre de pages, et donc il n'a pas pu forcément présenter l'intégralité des travaux de recherche qu'il avait fait dans ce registre-là. Et on se rend compte que bien avant même l'émergence des premiers super-héros dans les années 30, il existait des super-héros même en bande dessinée ici en France. On a eu simplement des accidents historiques qui nous ont fait un peu oublier ça, les faire passer sous silence. Alors il y a plusieurs raisons, alors on pourrait passer des heures à disserter effectivement dessus sur les raisons, mais il se trouve que le véritable redémarrage, il date effectivement d'après la Seconde Guerre mondiale. On va citer Fantax là à nouveau, et puis dans les années 80, réellement, deux artisans extraordinaires que sont Ciro Tota et Jean-Yves Mitton, qui, à l'instar de ce qu'évoquait Laurent, moi m'ont fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'il était, pourquoi pas, possible, quand on était français, de réaliser des récits de super-héros. Et ça a été la création notamment d'un magazine qui était le petit frère de Strange, et qui s'appelait Mustang à l'époque. Mustang était un mensuel qui présentait des séries réalisées par des Français et présentait des récits de super-héros. Voilà. C'est un mensuel des éditions Luc qui n'a malheureusement pas duré très longtemps, mais les deux personnages et les deux séries principales publiées dans Mustang ont survécu. Micros, qui était né dans Mustang, a émigré dans les pages d'un autre magazine cité par Laurent tout à l'heure qui s'appelle Titan, autre support de série Marvel à l'époque, et Photonique a lui émigré vers les pages de Speed A, qui était un autre magazine des éditions Lug. On se retrouvait effectivement avec ces gens-là qui nous ont ouvert la voie, qui nous ont montré. Moi je suis lecteur et fan de Micros et de Photonique depuis des décennies maintenant.
Et pour l'anecdote, oui, il y a quelques années, je me suis décidé à l'aube de mes 50 ans de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière. Ça faisait maintenant pas loin d'une vingtaine d'années que j'officiais en tant qu'éditeur de bande dessinée, notamment de bande dessinée américaine, et au passage de quelques séries de super-héros. Et je me suis dit, tiens, il serait temps d'essayer de voir ce que ça fait d'être de l'autre côté, du côté un petit peu hauteur, de sortir un peu de sa zone de confort, en fait, pour aller se frotter aux réalités de ce qu'est la création, en fait. Et ça a donné le Garde républicain. Mais il faut savoir, et ça c'est un petit peu le lien anecdotique que l'on peut faire avec Mustang, c'est que ce personnage, je l'ai créé quand j'avais 15 ans, en fait. Ah ouais. Je l'ai créé dans le cadre d'un concours de dessin qui était organisé dans les pages de Mustang. Voilà. Le personnage est resté dans son état premier, rangé dans les cartons pendant une trentaine d'années. Et puis lorsqu'il a fallu un petit peu dépoussiérer tout cela, essayer de trouver un personnage que j'allais pouvoir animer, eh bien c'est à nouveau tombé sur le Garde républicain. Et il y a 3 ans, j'ai commis le premier opus, le premier numéro de ce Garde républicain qui se veut être un super-héros français qui évolue dans un contexte social, politique, culturel français. En faire un héros emblématique et un héros patriote, oui, ça m'intéressait beaucoup parce que je trouve qu'on a une richesse extraordinaire. Laurent évoquait tout à l'heure la richesse architecturale qu'on peut trouver dans nos différentes régions. C'est vrai pour les grandes villes autant que pour les villes ou pour la campagne. On a une histoire extraordinaire, une richesse extraordinaire, et donc je me suis amusé à imaginer une petite mythologie en fait autour de ce personnage-là, pour ne pas me retrouver enfermé avec un seul et même personnage, coincé dans une époque qu'il aurait fallu conserver jeune un petit peu ad vitam aeternam. Moi j'ai un gros problème avec les personnages de super-héros américains aujourd'hui, que ce soit Batman. Batman, ça fait quand même 75 ans que l'éditeur américain essaye de nous faire croire que ce personnage a 30 ans. Il y a un moment donné où le principe, le concept ne tient plus. De la même manière, Spider-Man ne peut pas être un éternel étudiant, je dirais, depuis plus de 50 ans. Non, c'est depuis même 62 en l'occurrence, pour les tout premiers. Excuse-moi de te couper. Est-ce que c'est le même dessinateur? Il y a plusieurs dessinateurs. Alors il y a plusieurs dessinateurs et ça rejoint effectivement la petite mythologie qu'il y a autour du personnage, puisque je me suis mis à imaginer que le Garde républicain était un homme ou une femme tout à fait mortel, sans super pouvoir en fait, et qui incarnait tout simplement, et qui portait le costume du Garde républicain, incarnait les valeurs et était là pour combattre tel jour le terrorisme, tel jour se confronter à simplement des gangsters dans la rue, tel autre jour un phénomène paranormal ou surnaturel. Et j'ai imaginé dans ma petite mythologie que le tout premier Garde républicain était Lafayette lui-même. Ce qui me permettait quelque part thématiquement de boucler la boucle avec ce qu'étaient les super-héros américains, puisque Lafayette, on le sait, de par son histoire, a voyagé aux États-Unis, a rencontré Benjamin Franklin, a rencontré George Washington et a planté aussi quelque part un petit peu une certaine idée de ce qu'était la République française en fait. Et donc c'était un petit clin d'œil effectivement aux cousins américains de super-héros. Et puisque mon premier garde était Lafayette, je me suis imaginé qu'à chaque génération, on allait pouvoir disposer d'un garde différent, d'un contexte historique différent, d'un contexte culturel différent. Et ça m'a ouvert la voie à plusieurs collaborations. C'est-à-dire que chaque garde situé dans une génération donnée nous permet de développer un récit ou des récits avec le même personnage et que je vais confier à un seul et même dessinateur. Ça signifie que le Garde républicain contemporain, je collabore avec un dessinateur. Lorsque c'est le Garde des années 60, j'ai le plaisir de collaborer avec un deuxième dessinateur. Lorsque c'est en l'occurrence le Garde de la période napoléonienne, c'est un troisième dessinateur. Et à chaque fois que je vais rendre visite à ce personnage-là dans cette époque-là, eh bien je retourne collaborer avec ce dessinateur-là. Donc ça me permet de multiplier en fait les collaborations autour d'un personnage en fait à multiples facettes. Et ça rend l'univers assez intéressant et d'une richesse sans nom, puisque j'ai devant moi un bac à sable qui est représenté par 250 années d'histoire. Et on sait que les 250 dernières années de l'histoire de France, elles sont particulièrement riches en événements, que ce soit la Révolution française, puisque Lafayette est intervenu à cette période-là, ou bien les conflits mondiaux qu'a dû traverser la France, les évolutions sociales importantes avec mai 68, ou les événements encore plus récents et dramatiques qu'on a connus il y a une quinzaine de jours. Voilà. Et les dessinateurs, c'est Mitton derrière. Ah, il y en a effectivement plusieurs, puisque là aussi c'est un petit peu un rêve de gosse, puisque j'ai eu le plaisir de voir que Jean-Yves Mitton, qui est entre-temps devenu quelqu'un que j'ai pu côtoyer de par ma profession, lorsque je lui ai parlé de mon projet, honnêtement je l'ai contacté au départ uniquement de manière à... Mon rêve était que Jean-Yves puisse au moins dessiner une fois une illustration, une couverture du Garde républicain. Voilà, ça aurait fait mon bonheur.
Alors je lui ai parlé de mon projet, je lui ai parlé du contexte dans lequel vivait ce personnage-là, et ça l'a suffisamment emballé. On est resté 2h30 à discuter au téléphone, je me souviens bien, il était chez lui près de Lyon et moi sur ma terrasse en région parisienne. Et au bout de 2h30, il me dit mais attends, ton projet ça m'intéresse, ça me branche, je veux faire quelque chose. Je dis oui mais Jean-Yves, moi je fais ça à titre personnel, il faut savoir que l'ensemble du projet du garde républicain n'est aucunement lié à mon activité professionnelle chez Delcourt. Je fais ça entièrement sur mon temps libre et sur mes moyens personnels. Je dis Jean-Yves, je ne suis pas éditeur entre guillemets pour ce projet, je n'ai pas de structure éditoriale derrière moi et je ne peux pas t'offrir les conditions qu'offrirait un éditeur, bien entendu là-dessus, surtout à Jean-Yves Mitton qui a quand même une carrière de plusieurs décennies derrière lui. Enfin, et il me dit mais ça c'est pas un problème, on trouvera un arrangement, mais ça m'intéresse suffisamment pour que j'ai envie de le faire. Et c'est un cadeau extraordinaire qu'il a pu faire aux gamins que je reste effectivement quand je travaille là-dessus. C'est un véritable rêve d'enfant, c'est une boucle bouclée quand on connaît l'histoire du personnage, puisqu'elle est née dans les pages de Mustang que Jean-Yves animait notamment avec Micros. Et voilà, on est parti là-dessus et Jean-Yves m'a fait le bonheur et l'honneur de collaborer sur un récit complet du Garde. Ce récit complet fera l'objet de 2 albums. Le premier est paru en septembre et le deuxième est prévu pour le printemps prochain. Voilà. Donc Jean-Yves est un des dessinateurs sur une version un peu science-fictionnesque, puisque le récit que nous avons choisi de raconter avec Jean-Yves se situe en 2054. Ah oui. Est-ce que tu as des projets, d'autres projets 25 albums Foxboy. D'accord. Guy Delcourt n'est pas au courant, mais oui. Non, mais Guy Delcourt, dites pas, je vais racheter Guy Delcourt vers le tome 14. Il s'appellera Fox Old parce qu'il va un peu vieillir. Voilà. Non, en fait, je termine celui-là. Je dois faire un album chez Mosquito dans un noir et blanc, des adaptations de nouvelles justement de Claude Seignol dont on parlait tout à l'heure, qui est un auteur français qui est encore en vie, qui aura 100 ans dans un an. Et oui. Et qui était lui-même le mentor de Pierre Dubois. Quand je vous dis que j'aime boucler des boucles, ça s'appelle des lacets, ça. Et donc il y a ça, et puis j'espère pouvoir continuer sur Foxboy. Voilà, parce que j'ai encore beaucoup de choses à raconter, mais ce deuxième tome aura pour intérêt de terminer, de construire le personnage, l'univers, les vraies bases et tout ce qu'il y a autour du personnage sera vraiment posé. Le 1, pour moi, c'est un inspecteur d'Eric. Le 2, c'est Matrix Brasil. Et je le dis comme je pense, ça va vraiment être... il y aura autant de clins d'œil aux univers type Kirbyesque ou à la Steve Ditko. On va être dans la méta-bande dessinée, c'est-à-dire celle qui fait référence à elle-même. Et on va comprendre ce que fait un personnage avec des pouvoirs dans un monde où il n'y a aucun pouvoir, aucune magie. Il est une sorte d'anomalie. Pourquoi ? Tout sera dans le 2. Donc c'est pour ça que je mets un peu plus de temps, qui sera un poil plus épais que le tome 1, mais sans que je sache s'il y aura un tome 3, tout dépend des lecteurs et de l'accueil. Il était important pour moi d'arriver au bout de ce que je mets en place depuis que j'ai commencé ça, que j'ai continué avec ça, et puis Foxboy. C'est une même histoire qui se retrouve à la fois au Lombard, continuée chez Mosquito, et dont le canal central est aujourd'hui une série que j'aimerais être une série continue, type Raon, Astérix, chez Delcourt, et avec un personnage comme Thierry faisait référence qui vieillit. Parce que chaque fois c'est daté dans le temps. On saute à chaque épisode de 6 mois en 6 mois, et il y a 2 histoires par tome. Donc à chaque fois il prend un an, un peu à la Harry Potter. À la fin du tome 1, il a le bac. Dans le tome 2, il est étudiant. Et il avance, ses précarités, recherche du travail, stage, etc. doit être un des intérêts, et pas des moindres, de la série, dans un genre, le super-héros, où comme expliquait très bien Thierry, on maintient le lecteur dans un éternel présent factice, où il n'est jamais question de président ou de guerre de Vietnam qui redeviennent des guerres du Golfe, je pense à Iron Man, etc. Pour surtout renouveler les lecteurs, que quand on est fini d'être ado et qu'on passe à autre chose, les nouveaux ados puissent à nouveau s'identifier. Le microscope de Tonton Ben est devenu une tablette chez Spider-Man, une tablette digitale, etc. Donc moi vraiment, je trouve quel dommage de se priver d'un Batman vieillissant qui pourrait, à l'instar d'un Clint Eastwood, devenir lentement réactionnaire, libéral et se confronter à d'autres visions différentes, une autre Amérique qui prend les clés de la maison. Et c'est comme ça que va la vie.
la pensée d'une génération 68 est mal comprise par une ou deux générations après, qui est elle-même passée avec des parents très matérialistes dans les années 80. C'est intéressant. Pourquoi se priver de ça? Notre public européen va passer d'un BD reportage de Davodo à une histoire de la Première Guerre mondiale par Chris, qui habite aussi à Brest, à du super-héros. Ne passons pas à côté d'histoires qui... Pourquoi faire l'économie de parler de le rapport aux armes à feu, comme il y a des massacres dans les écoles d'Aurora ou Newton ou etc. aux États-Unis, ou de la crise des subprimes qui jettent les gens dans les rues, ou des paysages défigurés par l'exploitation des gaz de schiste ou Monsanto. Tout ça est un vivier d'histoire. Quel dommage d'infantiliser les gens. Après, bon, on peut dire que les comics sont plus adultes, mais souvent ça passe par des scènes de sexe, des gros mots, des insultes, etc. C'est pas comme ça pour moi que ça passe. Ça passe par un traitement qui parle de la complexité du monde tel qu'on le perçoit une fois qu'on referme les livres et qu'on voit le JT, qu'on va dehors, qu'on lit les manchettes des journaux. Et c'est en passant par ça que, à mon avis, on prend les enfants ou les jeunes en se disant la BD que vous avez là-dedans ne prétend pas vous couper de ce qui anime le monde et ce qui vous inquiète et ce qui fait le monde dont vous aurez les clés à un moment ou à un autre. Et je trouve intéressant, comme les comics de mon enfance en fait, les années des comics des années 70-80 étaient marquées par des prises de conscience des scénaristes qui auraient sans doute préféré être Truman Capote ou Hunter S. Thompson, bosser pour Rolling Stone et faire du gonzo journalisme. Non, ils écrivaient les X-Men ou Dracula ou Howard the Duck ou Spider-Man. Donc on parlait des droits civiques, on parlait de la guerre du Vietnam, on parlait des espoirs de paix, de génération, de Kennedy foudroyé en plein espoir. Et ça transparaissait dans les X-Men et dans toutes ces séries-là, ou Green Arrow chez Denny O'Neil, ou le Daredevil de Miller, marqué par la violence du New York des années 80. C'est cette source-là, moi, qui m'inspire. C'est pas beaucoup, j'avoue, les comics de super-héros actuels que je continue de feuilleter, mais comme Thierry, très honnêtement, c'est pas là que ça se passe aujourd'hui dans les comics. C'est dans le creator-owned, c'est-à-dire les créations dont les auteurs gardent les droits. Et vous allez beaucoup plus en voir actuellement chez Delcourt, même si les concurrents essaient de prendre des parts de marché, notamment le Sandwich, Panini et les autres. Mais c'est là que ça se passe aujourd'hui. Et ça peut être du super-héros. Regardez le Hellboy de Mignola, c'est une totale réussite. Il n'a jamais été aussi bon que maintenant. Regardez Hellboy in Hell. Je vous invite à jeter un œil. C'est magnifique. C'est juste au sommet de son art. C'est 30 ans d'évolution d'un artiste libre. Et le cinéma et les quelques déclinaisons n'ont pas du tout abîmé la liberté d'un créateur. Il n'y a rien de plus beau que savoir. Ça, c'est là-dessus. Voilà les modèles aujourd'hui. Pour finir, je voulais savoir, tu fais aussi des BD reportages en fait sur Rennes. Alors j'étais encore ce matin même à en faire une. Je travaille sur un 6e BD reportage sur le thème de la 2e ligne du métro de Rennes. Oui, effectivement. C'est des croquis sur le livre. Alors, très honnêtement, c'est des photos que je prends et que je retravaille à la maison. Mais ça, je fais quelques croquis sur place. Le dessin a cette force quand on rencontre les gens d'être invitant vis-à-vis des gens. Là où la caméra cible, fixe, prend quelque chose aux gens, l'appareil photo aussi, le dessin donne et montre. C'est-à-dire qu'on prend aux gens et on se méfie de la caméra et de ce qui va être, comment les propos vont être rectifiés. Et puis surtout que c'est comme il y a eu quelques déclinaisons papier à tirage très limité, des premiers reportages sur un service de police atypique qui a été republié à l'occasion d'un numéro du Garde républicain spécial Laïcité, République, fait consécutivement aux événements de janvier dernier de Charlie Hebdo, édité par Thierry. Donc c'est là où on peut le plus facilement trouver un exemple de mon travail de BD reportage, mais sinon c'est à titre assez confidentiel. On peut trouver ces BD reportages dans les bibliothèques, maisons de quartier, quelques lieux publics de la ville de Rennes. Mais c'est quelque chose, la bande dessinée, le dessin, qui permet de rentrer là où normalement on n'a pas accès, d'aller voir dans les coulisses des transmusicales qui a lieu à nouveau la semaine prochaine à Rennes, ou d'aller voir les compagnons d'Emmaüs et rentrer dans cette société un peu à part, comme si on était chez des moines avec des règles propres, dans la cité et hors de la cité. Il y a eu des reportages sur la maison des castors, comme il y a eu aussi à Brest une expérience de construction, voilà, collective, de pères de famille qui n'avaient pas les moyens de construire des maisons pour pallier à la crise des logements dans les années 50. C'est des expériences comme ça où on met un peu le citoyen en avant
Et mine de rien, aussi différents soient ceux d'apparence, ça participe d'une même idée, c'est réapproprier à la classe moyenne, voire moyenne et pauvre, puisqu'aujourd'hui elle se confond de plus en plus en une seule et même classe, de lui redonner son rôle d'acteur majeur de notre pays et de notre monde contemporain, et de voir les choses grandes qui sont par des anonymes. C'est ma conception, et pour en avoir parlé un peu avec des gens comme Jean-Yves Mitton, c'est aussi leur conception. Quand on demande quel pouvoir ou super pouvoir aimeriez-vous avoir, on en a tous un. Celui d'être un peu meilleur chaque jour, de se dire allez, je vais essayer de rectifier ce défaut-là, ou de le lisser, ou de dire pardon, ou de dire passer un peu de temps avec ses enfants alors qu'on est fatigué ou crevé. On a tous ce pouvoir de rendre les choses un petit peu meilleures. C'est pas de voler au-dessus du monde, ça se saurait. Des gens ont des jets, c'est pas forcément eux qui améliorent le monde. Voilà. Et quelque part, par deux histoires, et une fois de plus, très 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 modestement, essayer de ne pas participer à des idées toutes reçues, que ce qui se fait c'est ailleurs, c'est loin, c'est pas nous et qu'on est impuissants. C'est redonner du pouvoir de vote, pas de fierté dans le sens orgueil, mais de se réapproprier nos destins qui on est. Nos vies ne sont pas écrites, on les écrit. Aussi bête que ça peut être avec un super-héros, un super slip sur un toit de Rennes, et bien quelque part, c'est résister à une tentation de se dire ça se fait pas en France, ça se fait de telle manière, ça doit être américain, ça... Non, rien ne nous y oblige. À nous de trouver des gens qui vont se dire bah tiens, ça me parle son truc, ça me parle. En allant à la rencontre des gens, ce week-end on est là à Brest pour l'association Zéphyr, on trouve une tonne de gens qui sont, Thierry va aller dans mon sens, c'est des super-héros, que ce soit Olivier Mignien, les chercheurs, la libraire d'Excalibur Dominique, à leur manière, chacun dans son rôle, qu'on soit balayeur de rue, qu'on soit boulanger ou libraire BD, on a tous, vous savez le colibri, la petite parabole de Pierre Rabhi, le feu dans la forêt équatoriale, tous les animaux qui se barrent, sauf un petit colibri qui va dans l'autre sens et un tapir qui dit mais tu vas où là, tu vas cramer? L'autre il dit bah non mais j'amène de l'eau dans mon bec. Un colibri c'est ça, le bec d'un colibri c'est même pas ça, il amène une goutte d'eau dans l'eau. Il lui dit mais t'es fou, mais arrête, ça sert à rien, tu vas pas arrêter le feu. Et l'autre lui dit je sais mais j'apporte ma part. Si tout le monde fait la même chose, on apporte tous notre part. Même en faisant un super-héros, que ce soit le garde, au moins on a quelque chose qui donne un petit peu de sens dans ce qui semble de moins en moins en avoir. Et c'est une manière aussi... À défaut d'être super-héros, il faudrait des fois se contenter d'être juste un héros, en fait, pas forcément super, mais être un héros, c'est simplement se dire c'est possible et je vais le faire. C'est les Jean Moulin de la caféine, on entend ça en ce moment, les gens qui disent je résiste, je vais boire un café. On appelle ça les Jean Moulin de la caféine. Mais en même temps, je préfère être un Jean Moulin de la caféine qu'un total passif. Aujourd'hui, être passif, cynique, ironique est plus facile que se dire allez, essayons. Et là, je vais m'arrêter parce que je pense que le temps est écoulé.